Alors, sois la bienvenue sur cette interview où du coup j'ai accepté d'être interviewée par une étudiante qui était en train de réaliser un mémoire sur les troubles du comportement alimentaire et l'impact des réseaux sociaux sur les TCA. Cette interview à la base, c'était pas prévu que je la partage, c'était pas du tout pensé, c'était vraiment pour aider cette étudiante. Mais à la fin, je me suis dit, bah tiens, on a parlé de choses quand même vachement intéressantes qui pourraient inspirer les filles qui me suivent sur Insta. Je voulais demander l'autorisation de partager cette interview, elle m'a dit ok. Et donc, sois la bienvenue à nous écouter ici. Donc avant de commencer, avant que tu puisses écouter cette interview, j'avais des choses importantes à te préciser. La première, c'est que c'est vraiment le partage de mon histoire personnelle. Ça fait quelques années que j'ai plus de troubles du comportement alimentaire. Et c'était ça qui ont duré 10 ans. Donc tu vas le voir, c'est plein de spontanéité, plein de pauses de réflexion. C'est plein... il y a quelques doutes aussi et réflexions sur ce que j'avais pu vivre ou ressentir à l'époque parce que ça fait longtemps, parce que les souvenirs sont parfois flous. Donc tu vas voir vraiment toute mon honnêteté, ma vulnérabilité par rapport à mon histoire, à ce que j'ai vécu, donc ces 10 années de TCA avec la boulimie, l'hyperphagie et l'orthorexie. Je tenais à préciser quelque chose d'hyper important aussi, c'est que donc cette histoire c'est la mienne, et si je te la partage aujourd'hui, c'est absolument pas pour que tu la répliques. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas voir que je m'en suis sortie, entre guillemets, je vais revenir sur ce point, seule. C'est-à-dire que je n'ai pas eu d'accompagnement de professionnels de santé pour me permettre de sortir des troubles du comportement alimentaire qui étaient pourtant très présents chez moi et pendant pas mal de temps. Ça, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je n'étais pas consciente d'avoir un trouble du comportement alimentaire. Tu vas le voir, à l'époque, j'avais très peu de réseaux sociaux et surtout, on ne parlait pas de ces troubles-là sur les réseaux sociaux autant qu'on peut en parler aujourd'hui. Donc j'étais inconsciente, je ne savais pas que j'avais un trouble du comportement alimentaire. La deuxième raison, c'est que je n'en parlais pas. Je n'en parlais pas parce que à chaque fois que j'essayais d'en parler à quelqu'un, je me prenais des remarques comme tu manques de volonté, c'est pas si dur d'arrêter de manger, ou peu importe ce type de remarques que tu dois bien connaître aussi si tu m'écoutes. Et du coup, ça m'encourageait absolument pas à en parler davantage à cette personne ou à en parler à quiconque autre personne. La troisième raison, et donc du coup je suis restée seule avec cette souffrance-là pendant 10 ans, parce que pendant 10 ans j'en ai parlé à personne et personne n'était au courant. Ensuite, et forcément ça ne m'a pas aidée à m'en sortir, qu'on soit d'accord. Ensuite, la troisième chose que je voulais te dire par rapport à ce fait que je m'en sois sortie entre guillemets seule, c'est que mes parents avaient essayé de me faire aller voir une psychologue, des psychologues, on avait testé plusieurs pros à l'époque pour d'autres sujets. Et j'y étais allée pour aller dans une démarche de mieux-être. Et ces professionnels de santé, à chaque fois que je sortais des rendez-vous, je me sentais encore plus mal. Parce qu'encore une fois, quand j'abordais que ce soit le sujet pour lequel j'allais consulter ou les troubles du comportement alimentaire, que je rappelle à l'époque je ne savais pas que c'était ça, les professionnels, je me sentais pas écoutée, je me sentais pas du tout comprise dans ce que je vivais et je sortais du rendez-vous encore plus mal que comment j'étais arrivée, encore plus dépitée et encore plus honteuse en fait, il y avait vraiment ça, donc j'ai vite coupé court à tout ça et encore une fois ne sachant pas que j'avais un TCA, donc une maladie mentale, je ne suis pas allée chercher plus loin au niveau des professionnels de santé parce que je ne voyais pas l'intérêt. Ça, c'est donc encore un point supplémentaire pour te permettre de mieux comprendre en fait mon histoire et pourquoi j'ai pas été suivie par psychiatre, nutritionniste, diététicien, psychologue ou tous les autres pros avec lesquels on peut être suivi quand on a des TCA, en tout cas pour s'en sortir. Le dernier point sur lequel je souhaite revenir aussi, c'est quand je dis que je m'en suis sortie seule. Alors c'est vrai et c'est pas vrai. En fait, donc seule dans le sens que je n'ai pas eu d'accompagnement ciblé sur mon trouble du comportement alimentaire. Par contre, pour m'en sortir, tu vas le voir quand je vais parler pendant l'interview, tu vas vite comprendre, c'est vers le milieu de l'interview, tu vas comprendre en fait que pour m'en sortir, j'ai dû tout plaquer, j'ai dû partir à l'étranger, j'ai dû mettre plus d'1 an de ma vie entre parenthèses pour aller chercher pourquoi je me sentais mal. Je suis partie à l'étranger pour apprendre à me sortir de cet enfer dans lequel j'étais, dans lequel personne ne me comprenait, ou en tout cas en France, dans mon cercle,
de vie, je ne trouvais aucune solution à mon mal-être. Et du coup, je suis partie à l'étranger pour voir comment les autres vivaient, comment ils étaient heureux, pourquoi moi j'y arrivais pas, pourquoi j'étais enfermée dans ces compulsions, pourquoi j'étais enfermée dans ce dégoût de moi-même. Et mon voyage a été basé sur ça, à 100%. C'est-à-dire que, tu vois, mon TCA, il a duré 10 ans. Pendant 7 ans, c'était du matin au soir, je cherchais à m'en sortir. C'était mon objectif de vie. J'y mettais plus d'énergie que dans mes études ou dans mes travaux étudiants. Donc, je m'en suis sortie seule, mais c'est pas en restant allongée sur mon canapé ou en scrollant un peu sur Insta ou en travaillant un peu sur moi 2-3 matins par semaine. C'était genre H24. J'ai lu une quantité de livres astronomiques et au-delà de ça, j'ai dépensé des milliers d'euros dans des formations et dans des thérapies, on va dire, alternatives, qui, encore une fois, certes, n'étaient pas ciblées sur les TCA parce que je ne savais pas que j'avais un TCA et donc j'allais pas chercher dans cette direction-là, mais qui m'ont permis d'apprendre à connaître mon corps, mes énergies, mes émotions, mon mental, le fonctionnement de tout ça imbriqué. J'ai passé des semaines assises sur le sol, sur un tapis, à méditer du matin au soir sur moi. Dans des ashrams, j'ai fait un vipassana, je suis allée dans des temples. C'était devenu l'obsession de ma vie, c'était aller bien, aller mieux, comprendre pourquoi je n'arrivais pas à aller bien, pourquoi je comprendre en fait tout ça. Et donc c'est pas venu du jour au lendemain et j'ai perdu des années de vie quelque part. Aujourd'hui je le vois plus comme ça, pour moi c'est pas perdu, c'est ces années de vie qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Mais n'empêche que j'aurais pu m'épargner tout ça en étant accompagnée correctement. Et c'est là où j'en viens à ce que absolument je veux te faire passer comme message avec cette interview. Si je livre aujourd'hui cette interview au public, c'est pas pour dire de faire pareil que moi, au contraire, c'est de vous inciter à pas faire comme moi et à vous faire accompagner par des professionnels. Parce que avec le recul, je le sens encore aujourd'hui dans mon corps, les TCA, ils m'ont pris énormément d'énergie. Je le sens dans mon énergie vitale, que j'ai perdu en énergie par rapport à avant mes TCA. Et c'est une énergie que probablement je ne récupérerai pas. Et ça m'a énormément affaibli le corps. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup moins d'énergie dans mon corps que ce que je pouvais avoir avant mes troubles du comportement alimentaire. Donc, vraiment au niveau de l'énergie vitale, ça m'a affaibli et c'est pour ça que vraiment je t'encourage à te sortir des troubles du comportement alimentaire le plus rapidement possible pour récupérer ton énergie le plus rapidement possible, mais au-delà de ça, te faire accompagner pour pouvoir t'en sortir vite et arrêter de perdre des années de vie comme moi, ce que j'ai pu perdre aussi, des années de souffrance, des années de souvenirs agréables avec tes proches et juste recommencer à vivre, arrêter de survivre. Donc voilà, j'espère qu'avec cette interview, tu vas mieux comprendre mon parcours, mieux comprendre mon état d'esprit, mieux comprendre comment est-ce que je réfléchis, comment est-ce que j'accompagne aujourd'hui les femmes à s'en sortir. Tu verras qu'à la fin de l'interview, je parle un petit peu de justement tout mon cheminement, comment aujourd'hui je le mets à disposition et je sers en fait les femmes qui sont dans cette galère aujourd'hui. De manière un petit peu différente que le parcours classique. Mais encore une fois, ça ne remplace pas le parcours entre guillemets classique. Si tu as un vrai TCA, donc la maladie mentale des troubles du comportement alimentaire, tu as vraiment besoin d'un suivi pluridisciplinaire pour pouvoir t'en sortir et être en bonne santé mentale, émotionnelle et physique. Voilà, donc c'était mon petit warning de début d'interview. Et sur ce, je vais te laisser écouter l'interview. Tu verras que ça commence tout doux. On fait un peu connaissance avec l'étudiante et puis peu à peu, tu verras qu'à la fin, je me libère et je parle de plein de trucs ultra intéressants et qui seront des grandes pépites pour ton cheminement intérieur, pour apprendre à mieux te connaître aussi. N'hésite pas à me faire un retour aussi sur cette interview si ça t'a aidé, si ça t'a plu, si ça t'a inspiré. Et au plaisir d'échanger ensemble sur tes difficultés et sur la manière dont tu peux t'en sortir. Ok, super. Alors, déjà, est-ce que vous pouvez me donner votre nom et votre âge, s'il vous plaît? Donc moi, je m'appelle Isabeau et j'ai... je suis de 96. D'accord. Ça fait là... Ouais, je vais essayer de me 28 ans. D'accord. Alors, dans quelle région vous habitez? Dans le Gers.
Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Travail, études? Comment ça se passe? Je suis mentor et j'accompagne les femmes justement qui souffrent de troubles alimentaires, mais surtout de désordres alimentaires qui se restreignent par peur de grossir, à apprendre à se connaître en fait pour comprendre pourquoi elles mangent et du coup arriver à se réguler par rapport à ça. Super. On est bien dans le thème, c'est parfait. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes en couple, marié, pacsé, divorcé? Célibataire. Célibataire, ok. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un bébé de 2 ans. Ah oui. Ok, d'accord. Donc là, vous habitez seul avec votre famille? Oui, c'est ça. Enfin, seule avec ma fille, ouais. Ok, d'accord. Alors, du coup, là, on va passer plus... Bon, là, c'était un peu pour remettre dans le contexte. Donc là, on va plus passer santé psychologique, donc les troubles. Du coup, est-ce que vous avez un trouble du comportement alimentaire ou avez eu? Aujourd'hui, non, j'en ai plus du tout. Mais à une époque, pendant 10 ans, oui, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire. Ok. Et est-ce que vous pouvez me décrire ce trouble? Donc, j'ai commencé par une phase un peu hyperphagique. Et ensuite, ça a dévié en boulimie vomitive. Et ensuite, c'est parti en orthorexie. Ok. Et comment ça se manifestait? C'est-à-dire Est-ce qu'il y avait des éléments déclencheurs dont vous vous souvenez qui auraient pu causer ce trouble? qui causait le trouble ou qui causait les crises? Non, qui aurait pu causer ce trouble, déjà, tout d'abord de base. Ok. Donc moi, je me souviens, la première fois que je me suis fait vomir, c'est parce qu'on avait beaucoup mangé avec une amie des gâteaux. Et puis elle m'a dit, et je me sentais mal, j'avais mal au ventre. Elle me dit, quand tu rentres chez toi, tu te fais vomir, tu verras, tu te sentiras mieux après. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première fois que j'ai vomi. Puis après, ça s'est empiré de fou. Et après, déclencher ça, mais c'est multifactoriel, il n'y a pas vraiment un facteur qui déclenche ça. Ouais. Et votre copine avait elle aussi des troubles? Eh bien, je sais pas. Parce qu'on n'est pas trop resté en contact. Après, on se voyait pas souvent, donc... Ok. Mais j'imagine, hein. Ouais, bah ouais. Trop, Et comment vous vous êtes sentie émotionnellement la première fois? Est-ce que vous vous en souvenez? Non, je m'en souviens pas des masses, mais je pense que ça allait. Pour moi, au début, en tout cas, le souvenir que j'ai, c'est qu'au début de vomir, c'était trop chouette. Parce que du coup, je pouvais manger ce que je voulais sans avoir peur de grossir derrière. Sauf que quand j'ai remarqué que, quand j'ai voulu arrêter de vomir et tout ça, j'ai remarqué qu'en fait, j'y arrivais plus. Et du coup, j'ai réalisé l'enfer dans lequel je m'étais mise, quoi. Le trouble du comportement alimentaire. D'accord, donc en fait pour vous c'était obligatoire, dès que vous finissiez de manger, vous alliez vomir sans forcément que ce soit votre volonté. Au début, c'était j'ai trop mangé, je vais vomir pour me sentir mieux. Et après, il y avait vraiment comme l'addiction au vomissement. Ouais. Il y a vraiment ça qui s'est passé. Ok, et du coup vous avez été suivi pour ce trouble par un psychiatre, psychologue, les deux? Non, j'ai pas été suivie. Parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Ok. Et puis parce que je savais que j'allais m'en sortir seule. Mais en fait, j'avais pas confiance dans les professionnels, je me sentais pas écoutée, même quand je parlais d'autres sujets, etc. Donc c'était hors de question pour moi de parler de ça. Et voilà. Et vous sentiez que vous n'allez pas être écouté, mais vous n'avez pas non plus essayé forcément d'en parler? Non. Ok. Et donc du coup, vous n'avez pas eu de traitement, rien? Non. Ok. Et est-ce que quand vos crises du coup se déclenchaient, est-ce qu'il y avait des angoisses, des repérages de stress, d'inquiétude ou quoi avant la crise? Je pense que c'est très lié à l'anxiété. Ouais. Après, ça remonte, hein, ça fait plus de 10 ans maintenant. Même ça fait 15 ans, donc... Je comprends. C'était il y a longtemps.
Et alors, est-ce que, même si c'était il y a longtemps, la période où vous avez eu vos crises, est-ce que vous arriveriez peut-être à me décrire une journée type euh, du matin au soir avec ces émotions-là? Bah, du coup, il y avait plusieurs phases dans mes troubles du comportement alimentaire. Ça a duré bien 10 ans, donc c'était pas tout le temps pareil, ça se présentait pas toujours pareil. Euh, mais si je parle de la dernière phase, donc la phase plutôt orthorexique, où j'avais toujours voilà, c'était début d'orthorexie, fin de boulimie, où je mangeais du coup beaucoup de crus, de légumes, etc. Et je craquais sur les gâteaux parce que j'avais hyper faim. Et après, j'allais me faire vomir parce que j'avais trop mangé. Et que vraiment, la sensation dans le ventre, c'était hyper désagréable. J'aimais pas ça. Mais il y a autre chose qui jouait, je me rappelle, avec les vomissements, c'est qu'au-delà de l'inconfort digestif, il y avait la partie... C'est comme si je sortais quelque chose de moi que j'aimais pas. Il y avait vraiment une partie psychologique au vomissement. Ok. C'était ma manière de sortir Quelque chose en vous. des trucs que j'aimais pas. Ouais, c'est ça. Mais ça, je l'ai conscientisé plus tard, quand j'ai du coup bossé sur moi et que je me suis questionnée et tout, j'ai conscientisé ça ouais, plus tard. C'était pas qu'une histoire d'inconfort digestif, c'était aussi je sais pas si je peux dire me punir parce que il y avait peut-être un peu de ça, mais c'était surtout bon mais voilà, j'ai fait des trucs que j'aime pas et ben c'est comme si voilà, je le sors de moi. Ouais, ça s'évacue comme ça, par ça. Ouais, c'est ça. Ok, mais du coup, en étant seule, comment vous avez compris que c'était des troubles de comportement? Est-ce que vous l'avez compris directement ou pas? Non, non, bah non parce que à l'époque on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et, euh, et j'en parlais pas. Donc, et puis quand j'en parlais, on me disait, et plus de volonté ou des trucs comme ça. Donc ça incitait absolument pas à en parler. Et pour moi, c'était pas une question, enfin, ça m'est jamais venu à la tête que c'était une maladie ou quoi. Mais parce qu'en fait, j'avais jamais entendu ce sujet des TCA, j'avais jamais lu là-dessus, donc j'étais complètement inconsciente sur le sujet. Mais par contre, à un moment, j'en ai parlé à une nouvelle amie que je m'étais faite et qui m'a partagé qu'elle aussi, elle vivait ça. Et donc, c'est elle qui m'a... Mais ça, c'était vraiment à la fin. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, que j'ai fini mon process de guérison que j'avais déjà bien entamé avant. Euh... Mais c'est grâce du coup, à ça que j'ai eu les dernières clés pour m'en sortir et que, du coup, j'ai pu poser un nom sur ce qui m'arrivait, en fait. Ok. Donc le processus de guérison avait commencé avant même de comprendre ce que vous aviez réellement. Ah bah oui, parce que pour moi, c'était hors de question de rester comme ça toute ma vie. Je me suis pas... Autant au début, on va dire les 2 premières années, deux, 3 premières années, je me confortais un peu dans ça. Pour moi, c'était pas vraiment un problème. Mais quand j'ai voulu m'en sortir, là, j'ai réalisé la galère, le fait que j'étais dépendante de ça et que ça me faisait beaucoup souffrir. Et j'ai toujours eu une âme très libre. Donc en fait, pour moi, être dépendante d'un comportement, c'était hors de question. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir à pourquoi c'est là, qu'est-ce que ça vient provoquer en moi, vraiment apprendre à me connaître en fait, connaître c'est quoi les déclencheurs, etc. Mais finalement, tout ce que j'imagine un pro nous apprend à faire, mais du coup, sans l'accompagnement pro. Ok. Et J'ai toujours eu cette analyse des êtres humains, cette vision, cette envie de comprendre en fait les comportements des humains, leurs pensées, leurs interactions sociales et tout ça, c'est quelque chose que j'ai depuis toute petite et donc en fait c'est quelque chose que j'ai appliqué à moi et c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. C'est fort hein, que vous ayez réussi à prendre assez de recul pour comprendre aussi que ce que vous voyez chez les autres, vous pouvez le voir aussi chez vous. Ok. Et à l'époque, est-ce que quand vous entendiez le mot repas, est-ce que ça vous mettait dans une phase d'angoisse? Ouais, j'étais hyper angoissée par les repas et pendant très longtemps, je refusais les sorties. Enfin, il y avait vraiment l'isolement social qui était présent. Je voulais manger toute seule, je voulais pas qu'on me voie, je voulais être tranquille avec ça. Et ouais, c'était source d'angoisse, ouais, de manger avec des gens, c'était compliqué. Ok. Et du coup, là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, comment vous vous percevez par rapport à il y a 10 ans? Dans quel domaine? C'est très large. Alors, on va dire, comment vous décrirez votre relation avec votre corps, par exemple. Ok. Alors, autant mon corps, je l'aimais pas avant,
je l'aimais pas, mais sans forcément le détester non plus. En fait, il y a vraiment des femmes qui pleurent en se regardant devant la glace et tout ça, c'est des choses que j'ai pas eues. Parce que j'avais toujours quand même cette notion que j'étais quelqu'un de chouette, en fait. Je me suis jamais dénigrée à ce point de me haïr et de me détester, etc. Et encore une fois, je pense que les troubles du comportement alimentaire, ils étaient pas là pour amplifier justement ce truc de je me déteste, mais c'était plus là pour que je me punisse d'être une personne que je suis pas. Moi, je le vois vraiment comme ça avec le recul. Ok. Et du coup, ouais, j'avais pas une bonne relation avec mon corps, dans le sens que je me cachais un peu sous les vêtements. Mais je me cachais plus sous les vêtements par la peur du regard de l'autre au niveau de la sexualité. Plus que le jugement de je suis grosse ou quoi. Ça, c'est vraiment une distinction importante aussi. Bien sûr. J'avais plus peur du regard masculin et du coup d'attirer les regards de par mes vêtements ou les regards féminins qui pouvaient juger du coup mon apprêtement. Mais pas au niveau de je suis grosse. Bon, il y avait un peu de ça, mais c'était pas le prédominant. Et je savais que j'étais pas grosse parce que j'ai jamais été vraiment en surpoids. Donc j'ai pas eu cette peur. Enfin, mais voilà, je me touchais quand même le corps pour vérifier qu'il grossissait pas. Enfin, tous ces trucs-là. Aujourd'hui, mon corps il est tel qu'il est. J'ai beaucoup maigri, j'ai bien maigri, j'ai bien grossi entre la grossesse, le postpartum et tout ça. Donc mon poids, il a bien bougé, mes formes ont bien bougé et je suis complètement en paix avec ça. Aujourd'hui, si je suis honnête, j'ai toujours cette appréhension du regard de l'autre sur mes vêtements, mais pas par rapport à mon poids ou mon apparence, mais plus par rapport à l'insécurité que ça peut me provoquer dans le regard de l'autre par rapport à la sexualité et à tout ce qui est viol, etc. Parce que j'ai beaucoup reçu de remarques quand j'étais plus jeune sur ça et je pense que j'ai beaucoup de trauma là-dessus, mais pas par rapport à mon poids. Clairement, pas par rapport au poids. Après, ça va plus être des inconforts parce que j'aime pas m'épiler, donc ça va être plus des inconforts par rapport à mes poils, par exemple. Est-ce que j'ose les montrer ou est-ce que j'en ai honte, etc. Mais c'est pas par rapport à mon poids, ma cellulite, l'aspect irrégulier de mes cuisses, etc. Ça, je suis complètement en paix avec ça. Ok. Donc ouais, il y a une notion de... je suis encore sur le regard des autres, mais pas par rapport à mon poids, vraiment par rapport à l'aspect féminin du coup, des poils et de la sensualité. Oui, donc c'est différent là pour le coup. C'est différent, mais pour moi, ça reste quand même... oui, ça peut poser un problème encore. Dans le sens que le regard des hommes sur mon corps a eu beaucoup d'impact sur mes troubles du comportement alimentaire. Donc, même si aujourd'hui, c'est plus lié à un trouble du comportement alimentaire, je pense que par le passé, ça l'a beaucoup été quand même. Ouais. Ok. Et je vais vous poser une petite question, donc vous avez le choix de répondre ou pas y répondre. Est-ce que vous vous êtes déjà fait du mal à cette époque, de manière volontaire, mais autre que par la nourriture ? Oui. Je me suis mutilée. Je crois que ça n'a pas duré très longtemps, peut-être quelques mois. Allez, on va dire grand max 1 an. Mais ouais, je me suis mutilée, ouais. Ok. Et les raisons, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Pareil, toujours dans cette passion d'observer les gens et de m'observer moi-même, j'ai remarqué que, et j'en avais pleinement conscience quand je le faisais, enfin pas au début, mais après, quand j'ai justement voulu comprendre en fait pourquoi je faisais ça, j'ai observé que c'était une manière pour moi d'avoir mal physiquement, ça me permettait d'avoir moins mal émotionnellement. C'était comme un transvaseur de douleur en fait. Encore une manière de faire ressortir les choses, quoi. Alors ouais, de faire ressortir, mais aussi de moins penser, comme aller manger par exemple et faire une crise, on est déconnecté du corps, on est déconnecté aussi des émotions, ça nous apaise, etc. Mais finalement, la mutilation, c'était aussi ça. Je pense qu'il y avait cette idée toujours de me punir pour être la personne que j'étais pas vraiment au fond. Mais à côté de ça, il y avait aussi ce truc de j'ai trop mal dans mon cœur en fait. Et au-delà de je sais pas comment le faire pour le faire sortir, je vais trouver un moyen de moins avoir mal au cœur. Et finalement, utiliser la douleur physique, ça permettait de mettre de la distance avec la douleur corporelle. D'accord, ok. Ça devait être costaud.
Et autre les vomissements, est-ce que vous avez déjà pris des laxatifs ou autres moyens Non, laxatif, non, jamais. Ok. Non, je savais même pas que c'était possible et que ça existait. J'ai découvert ça quand j'avais arrêté de vomir et je me suis dit, ah ouais, il y a des gens qui font ça. Ah ouais, ok. Mais non, si j'en avais eu conscience sur le moment, je sais même pas si je l'aurais utilisé. Je sais pas. Ok. Bon, après là, la quatrième partie, c'est un peu l'hospitalisation. Mais est-ce que vous avez déjà été hospitalisé? Non, jamais. Jamais, ok. Donc, on va arriver à la Non, dernière. j'ai jamais été en contact avec un psychiatre ou un psychologue par rapport à ça, même un diététicien, rien du tout. Pour moi, au début, c'était pas un trouble, c'était rien. C'était une difficulté, je sais pas, comme quand on est ado, parce que c'est vraiment ado. Il y a ce truc, en fait, de les ados, ils vont mal. Et c'est normal. C'est la période d'adolescence. Donc, en fait, pour moi, c'était normal d'aller mal. Voilà. Ouais. Donc, ouais. Ok, mais juste, en étant ado, vos copines, copains, amis, famille étaient au courant de ce qui se passait? Non, ma famille l'a pas été. Je leur ai avoué, pareil, à la fin, quand j'étais sur ma guérison. Sachant que ma mère avait eu a toujours des troubles du comportement alimentaire, se fait pas vomir aujourd'hui, mais s'était fait vomir dans le passé et elle n'a jamais remarqué que j'allais me faire vomir quasi à tous les repas, quoi. Donc, non, ma famille n'était pas au courant. Après, j'en avais parlé rapidement à quelques amis, mais c'était pas grave. Ah, c'est comme des expérimentations d'ados. Où on va tester fumer, tester boire, tester sortir, tester des copains, tester des modes. Voilà, Tester des tests. Tester ça. Je pense que ouais, ça a été pris comme ça. Et peut-être que je le prenais comme ça aussi. En tout cas, au début, parce qu'après, il y a moi, vraiment, ce qui m'a donné cette envie de m'en sortir, c'est la sensation de devenir esclave de ça. C'était hors de question pour moi. Je tiens trop à ma liberté pour rester esclave de ça, même si, imaginons, j'avais peur de grossir, etc. Pour moi, ma liberté était beaucoup plus importante que le fait de grossir. Voilà, c'est ça, en fait, qui m'a permis de m'en sortir. Et vous aviez un fort mental, alors? Une belle envie de s'en sortir. Bah ouais. Non, parce qu'il faut être fort mentalement pour se dire ça. Je pense que pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire seul, ouais, il faut avoir mais un bête de mental, mais dans le bon sens. Parce qu'en fait, pour moi, les gens qui ont des troubles du comportement alimentaire, ils ont tous un bête de mental. Parce que sinon, on ne tombe pas dans ça. J'aime bien prendre l'exemple souvent avec mes accompagnés que... je sais pas, imaginons une personne veut faire un régime, elles veulent faire un régime pour perdre du poids, et peu importe les raisons, elles font un régime, mais elles veulent tellement bien faire, le perfectionnisme, la peur du regard de l'autre, l'envie de se dépasser, etc. Tout ça, c'est des caractères des particularités, des comportements qu'on trouve beaucoup chez les personnes qui ont des TCA, mais même quasiment chez toutes mes accompagnées. Alors que les personnes qui sont pas autant focus perfection, envie de bien faire, regard de l'autre, ils vont dire non mais ça me saoule là, j'ai tenu 3 jours, mais moi je préfère aller boire des bières avec mes potes que me faire chier à faire un régime. Et c'est pour ça que les personnes qui vont vraiment vers les troubles du comportement alimentaire, ils ont un bête de mental. Ouais. Genre ça fait partie des particularités pour moi. Et du coup oui, pour s'en sortir, faut avoir un bête de mental, mais du coup axer dans le bon sens, tu vois, sur les bonnes choses, pas sur le contrôle, etc., mais sur la compréhension de ce qu'on est, de qui on est, et accepter de se voir vraiment tel qu'on est. Ouais. Je crois que quand on est vraiment dans le déni, quand on est dans un TCA, on est vraiment en lutte contre soi. Et pour moi, s'en sortir, c'est accepter ce qu'on est et accepter qu'on ne contrôle pas tout. Et c'est votre manière de penser aujourd'hui, du coup. Ouais, carrément. Mais les TCA, tu vois, moi c'était les TCA, mais si ça avait été l'alcool, la cigarette, enfin je veux dire, je pense que toutes les addictions c'est ça, c'est éviter des choses dans sa vie, éviter ce qu'on est, éviter ce qu'on ressent, etc. Et ouais. Et on ne comprend pas tout de suite, souvent. Quand on parle de cigarette, d'alcool, on ne sait pas ce qui se cache derrière, forcément. Et c'est là où la connaissance de soi est primordiale pour moi pour s'en sortir. Mais vous n'avez jamais fait de thérapie, du coup? Non. Et vous arrivez à vous connaître parfaitement. C'est bien. Oui,
Mais c'est pas parce que j'ai pas fait de thérapie, on va dire classique, que j'ai pas été accompagnée en un sens. Parce que pour m'en sortir, je suis quand même partie en voyage. Parce qu'en France, je ne trouvais pas d'aide. Et au-delà de pas trouver d'aide, je vais pas dire que j'ai tapé à la porte de tous les professionnels, c'est pas vrai. Mais je voyais que c'était pas là que j'allais guérir, en fait. Dans le système de vie, de pensée des gens, etc. C'était pas... J'avais besoin justement d'apprendre à me connaître, et ce qu'on me proposait en France, c'était pas ce vers quoi j'avais envie d'aller. Donc du coup, je me suis dit, je vais partir dans d'autres pays, je vais voir comment eux ils pensent, comment eux ils vivent, et voir si ça correspond mieux à ce que je suis en fait. Et voir s'il n'y a pas d'autres manières de vivre et de penser que ce qu'on peut me proposer en France. Et donc j'ai fait ce voyage, et pendant ce voyage, j'ai été chez l'habitant tout le temps, je faisais du stop, c'était vraiment pas pour du tourisme, genre j'ai rien visité au niveau touristique. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont dit quoi, t'es allé à côté du Machu Picchu, tu l'as même pas visité, mais c'est n'importe quoi. Mais non, mais c'était pas le but de mon voyage de faire du tourisme en fait. Moi, je voulais rencontrer les gens, voir comment ils pensaient et me découvrir à travers leur regard en fait, voir si leur regard correspondait mieux au mien, ou en tout cas si je pouvais être inspirée par le leur. Et donc, au-delà de... je me rappelle, j'allais voir les gens, je leur demandais, oui, alors, qu'est-ce que tu penses de l'amour, qu'est-ce que tu penses de la mort, c'est quoi le but de la vie pour toi? Enfin, c'était vraiment genre... Esprit très libre. Sociologique, quoi. Ouais, je vois très bien. Et c'était hyper enrichissant. Et au-delà de ça, donc c'est là où je veux en venir, c'est que donc il y a eu cet apprentissage de connaissance de moi, mais il y a eu aussi le fait que je sois allée dans des temples et des ashrams pour faire des formations de yoga, de méditation. J'ai fait un vipassana et tout ça, ça m'a permis de m'en sortir parce que c'est ce qui m'a permis d'apprendre à me connaître. Oui. Donc j'ai été accompagnée, mais de manière pas médicale, réellement, mais là, et ouais, c'est ça, de manière un peu non conventionnelle et pas acceptée. Mais ouais. Ok. Bon, beau parcours. Et du coup, là, je vais passer à la dernière, on va dire, catégorie du questionnaire. C'est bien évidemment les réseaux sociaux. Alors, quels réseaux sociaux déjà vous utilisez principalement? Là, je suis... alors, j'ai jamais été trop réseaux sociaux. J'ai toujours eu Facebook, mais j'ai jamais rien posté de ma vie vraiment très personnelle, jamais trop de photos et tout. Parce que pour moi, c'était ma vie privée, quoi. Et j'ai très vite compris que les gens pouvaient utiliser les images ou que tout le monde pouvait regarder. Enfin bref, que ça restait, quoi, dans le temps. Donc, j'ai toujours eu de la distance avec les réseaux. J'ai été que sur Facebook pendant très longtemps. Mais surtout pour être dans les groupes de travail, pour être en contact avec mes amis. Plus pour utiliser les messageries, en fait. Ok. Et là, je me suis mise sur Insta pour le côté pro. Donc, j'ai que un compte pro et je communique dessus pour me faire connaître et pour pouvoir accompagner les femmes qui ont vécu la même chose que moi, justement dans cet apprentissage de soi tel que moi je l'ai vécu dans la guérison. Ok, donc c'est vraiment uniquement pro, pas de photos perso de vous Non, les photos que je peux mettre de moi, c'est des photos que j'ai prises pour Insta, donc il y a vraiment pas de photos. Parfois, je mets une petite photo avec ma fille, mais je lui mets un cœur sur la tête. Mais voilà, il y a rien de personnel dessus. Ok, et est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont une influence sur vous? Ça veut dire que vous vous sentez supporté, la manière de vous voir peut changer aussi à travers les réseaux sociaux? Comment ça se passe? Alors, la manière de me voir, non. Parce qu'aujourd'hui, je sais suffisamment qui je suis, en fait. Et je sais que les autres sont ce qu'ils sont et que même s'ils sont meilleurs que moi dans certains domaines, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que moi tout court. On a tous nos expertises et nos zones de génie. Donc, en fait, j'ai replacé l'estime de moi en moi, dans mon propre regard et pas dans le regard des autres. Et j'ai plus cette comparaison et cette baisse d'estime de moi quand je vois les autres. Donc non, par rapport à ça, franchement, je suis hyper sereine. J'en parlais d'ailleurs avec les accompagnés, quand je vois des personnes,
Quand je vois des corps qui soient minces, qui soient gros, Mhm. qui soient difformes ou très filiformes, j'ai aucune pensée sur le corps. J'ai aucun jugement de oh là là, qu'est-ce qu'elle est grosse ou oh là là, qu'est-ce qu'elle est mince, c'est trop bien, c'est trop beau. Je regarde même pas les tailles gap, là, l'espace entre les cuisses. Genre, ça me vient même plus à l'esprit tout ça. Alors qu'avant, ouais, j'aurais pu. Ouais, quand j'étais dans Laetitia, je regardais, c'est des choses que je regardais. Pour voir Atia et elle commencer. Vous Mais comparez? aujourd'hui, mais plus du tout. Vraiment plus. Et c'est la liberté, c'est genre, Non, c'est la bien sûr. délivrance totale. J'imagine. Donc là, vous comparez plus à ce que vous pouvez potentiellement voir sur les réseaux. Non, même sur enfin, les réseaux, mais la vraie vie en vrai, hein, aussi. Mais c'est important aussi. Ouais. Ouais. Ok. Et du coup, donc on va dire que vous êtes influenceuse sur ce sujet-là. Comment ça vous est venu l'idée de créer une page Insta et d'en parler comme ça? Parce que plusieurs fois, on m'a dit que mon parcours, il était assez waouh, assez unique aussi. Et que ça vaudrait le coup d'en parler parce que ça change des méthodes tradies. Non pas que les méthodes tradies soient bien ou pas bien, c'est pas là la question, mais en tout cas, ça apporte un nouveau point de vue, ça apporte une nouvelle manière d'aborder les troubles du comportement alimentaire. Mais même sans parler de troubles du comportement alimentaire, des régimes et des personnes qui se restreignent par peur de grossir. Et c'est salvateur, en fait. C'est sûr. Apprendre à se connaître, pour moi, c'est tellement important, que ce soit pour le rapport à l'alimentation et au corps, mais que ce soit pour juste son bien-être dans la vie en général. C'est certain. Et comment vous décrirez du coup l'interaction avec votre communauté sur Instagram? C'est-à-dire. Est-ce que les gens vous envoient des messages merci? Est-ce que comment vous parlez? Est-ce que vous êtes en contact avec vos followers? Ouais. Je reçois très régulièrement des gens qui me disent waouh, ton compte il me fait trop du bien, il déculpabilise de fou, ça me permet de comprendre plein de choses, c'est hyper inspirant. Donc ouais, par rapport à ça, j'ai pas mal de messages régulièrement. J'ai aussi une newsletter et du coup souvent je pose des questions, les filles me répondent, donc elles me partagent un petit peu ce qu'elles vivent et on échange là-dessus. Et après par les commentaires, tout ça, on discute aussi. Ouais, ok. Et vous êtes souvent... Enfin, vous... Comment dire? À quelle fréquence vous interagissez avec eux? Je poste tous les jours Ok. des contenus, donc des réels, des posts, des stories aussi. Et après en DM, en message privé, c'est quand les gens me contactent. D'accord. Ok. Et est-ce qu'il y a une façon dont vous choisissez quel contenu vous allez poster? Tiens, je vais mettre aujourd'hui telle photo, telle vidéo, telle story. Du coup, l'image, pour moi, elle vient en dernier. Parce que je communique pas sur une image, mais je communique sur des idées. Donc, Ouais, en bien fait, sûr. je fais mes contenus à travers les messages que j'ai envie de faire passer. Et ce qui m'inspire, c'est justement les conversations que j'ai avec mes abonnés. Donc, les questions qu'elles me posent ou les peurs qu'elles ont, j'en fais des posts. Avec mes accompagnées aussi, donc celles qui sont dans mon accompagnement. Les sujets qu'on voit, pareil, leurs questions, tout ça, ça m'inspire en fait pour créer du contenu et pour donner davantage de conseils et de prise de conscience. Parce que pour moi, avant de donner des conseils, c'est important de donner des prises de conscience. Bien sûr. Parce que sans la prise de conscience, les conseils, ils serviront à rien. Ok. Et est-ce que vous ressentez une pression pour maintenir une certaine image, pas que physiquement, mais en raison de votre présence sur les réseaux sociaux, que vous voyez que vous avez une communauté, est-ce que ça vous procure des choses positives ou négatives? Alors ouais, il y a la pression au niveau réseaux sociaux, mais moi je le sens plutôt parce que je suis en pro. Si c'était un compte perso, j'aurais pas cette pression-là parce que les gens qui seraient sur mon compte, ce seraient mes proches et face à mes proches, je m'affiche vraiment au naturel comme je suis et tout ça. Mais là, comme c'est un compte pro, c'est important pour moi de quand même garder une image pro. Et je peux pas m'afficher en sortant de la douche, je peux pas m'afficher en sortant du réveil ou après avoir pas dormi la nuit à cause de ma poupette, par exemple.
C'est comme si t'allais en magasin et que t'avais face à toi un vendeur qui, je sais pas, s'est pas lavé pendant 3 jours, qui a une mine comme s'il avait bu enfin, tu vois, Ouais. 3 bouteilles la veille et tout. Il y a quand même l'histoire de l'apparence, c'est important pour pouvoir, parce que c'est une vitrine en fait. Les réseaux, c'est vraiment une vitrine, donc c'est important. Mais l'apparence dans ce que je peux appeler, ouais, la propreté. Enfin, je sais pas juste comment tu te présentes aux gens quand tu sors, tu vois. Mhm. Il y a pas. Je mets très très rarement des filtres, par exemple. Je montre pas ce que je mange. Il y a beaucoup de pros qui montrent ce qu'ils mangent, etc. Ça, je montre pas du tout. Je montre pas mon corps non plus pour pas que il y ait justement cette espèce de comparaison qui puisse venir se mettre. Et ça, c'est hyper important pour moi aussi de, de, ouais, de faire prendre des consciences, mais pas que les filles puissent se comparer à moi, à mon histoire ou à d'autres filles, en fait. C'est ça, ce serait entretenir les TCA, ouais, carrément. D'accord, ok. Mais c'est pas par vous, manque de confiance en vous, que vous n'affichez pas votre corps, du coup. C'est plus pour Non, les autres, pour pas que les autres se sentent mal ou ils puissent avoir une idée de comparaison, quoi. mais en fait, c'est pas mon corps le problème. Le problème, c'est que déjà, tu vois, ça m'embête de mettre mon téléphone et puis d'aller faire genre la top modèle devant mon téléphone. Enfin, c'est quelque chose qui me correspond pas. C'est pas dans ma personnalité de faire ça. C'est pas un manque de confiance. C'est juste que, encore une fois, ce que je veux transmettre par les réseaux, c'est un message et c'est pas mon apparence. Mm. Et peut-être qu'un jour, j'utiliserai mon corps pour faire passer des messages sur le corps, justement, et la confiance en soi, etc. Mais aujourd'hui, là, je focus beaucoup plus sur la connaissance de soi dans l'intérieur. Ok. Donc, j'exclus pas qu'un jour, je montre mon corps. Et quand je dis montrer mon corps, c'est montrer mes formes, ou voilà. Mais aujourd'hui, c'est C'est pas pas le ma but. priorité. C'est Ouais. pas mon but. Ok. Et est-ce que tu as déjà collaboré avec d'autres marques, des influenceuses On fait des lives parfois avec d'autres femmes qui accompagnent sur le rapport au corps, justement, sur d'autres sujets transversaux. Mhm. Après, collaborer et être rémunéré pour un produit, par exemple, ou par une marque, non. Ok. D'accord. On m'a Et demandé, mais souvent c'est des trucs, oui, c'est pour maigrir, ou c'est des compléments alimentaires pour maigrir et tout, et c'est juste à l'antithèse de ce que je promeus sur mon compte, donc clairement, j'y vais pas. ok. Et les lives, sinon, ça se passe bien? Enfin, les expériences ont été bonnes? C'est des gens Ouais, que vous carrément. connaissez Bah, j'en fais ou... régulièrement, un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines à peu près, donc... Et ce que j'aime beaucoup en live, c'est interviewer mes accompagnés. D'accord. Et Sous quelle forme? en interview, je leur pose des questions, elles répondent. Et après, les filles qui regardent aussi le live peuvent poser des questions et on répond. Et le but, c'est de partager leur expérience. Dire d'où est-ce qu'elles arrivent, enfin, où est-ce qu'elles étaient avant de prendre l'accompagnement, pourquoi elles ont choisi l'accompagnement, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, puis qu'est-ce que ça change dans leur vie, en fait, de se libérer des régimes, des restrictions. Et ça, je trouve ça hyper inspirant parce qu'en fait, on se focalise pas tant sur leur souffrance. Bien Il y a sûr. beaucoup d'interviews, TCA et tout. Alors, comment c'était, qu'est-ce que tu faisais et tout ça. Là, franchement, on en parle 2 minutes à peine. C'est juste pour poser un contexte. Et on parle beaucoup plus du cheminement pour arriver à la liberté qu'elles ont aujourd'hui et à cette liberté-là pour montrer en fait aux filles qui galèrent encore que c'est possible. Ok, super. Je pense qu'on en a fini. Il me reste peut-être 2 petites questions encore. Mhm. Euh, Est-ce que au départ, quand vous avez créé votre compte Insta du coup professionnel, est-ce que vous avez utilisé aussi ça comme un peu moyen de rechercher du soutien ou de la validation concernant vos troubles passés et d'essayer de faire comprendre, de se sentir comprise parce que vous avez peut-être pas été comprise précédemment. Alors, à une époque, j'aurais tellement aimé pouvoir être comprise par plein de gens. Pas par les autres, quoi. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai rencontré, du coup, cette amie qui, elle, était plus avancée que moi sur le chemin de la guérison et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à avancer. Mais quand j'ai créé mon compte Insta, non. J'étais complètement libérée des troubles du comportement alimentaire. Je m'étais comprise, donc j'avais pas besoin que les autres me comprennent, en fait. Il y avait vraiment quelque chose dans ça. Et puis, c'était surtout pour aider les femmes à s'en sortir elles aussi. Donc, j'utilise régulièrement mon histoire pour
bah voilà, parler de moi un petit peu et qu'elle puisse s'identifier ou en tout cas qu'elle puisse voir que je suis passée par là. Mais c'est absolument pas à des fins thérapeutiques pour moi ou des D'accord. fins de... Par contre, cet esprit de on a besoin d'être comprise par des gens qui nous comprennent, qui nous jugent pas, etc., ça c'est très important. Et c'est ce qu'elle trouve quand elle rejoint mon accompagnement où en fait on a un groupe tout ensemble, toutes mes accompagnées, et elles peuvent échanger entre elles. Ok, Et du coup, elles se super. sentent comprises Bien sûr. dans cet espace-là. C'est non jugeant, elles peuvent être vraiment telles qu'elles sont, telles qu'elles pensent, avec leurs difficultés, avec leurs forces, leurs vulnérabilités. Et ça, c'est un truc qui est hyper apprécié. J'ai tout le temps des bons retours là-dessus. Parce qu'elles intègrent cette communauté, en fait, et c'est hyper important. Pour Ok. arrêter de se sentir folle Bien sûr, bah oui. et chelou, quoi. Ok, et pour la petite dernière question, donc on a parlé tout à l'heure de pression et tout ça, et est-ce que votre estime de vous-même, elle est liée aux réactions et aux interactions que vous recevez sur les réseaux sociaux? Même si vous vous connaissez, vous vous êtes comprise, vous savez tout ça, est-ce qu'aujourd'hui ça quand même influence votre estime de vous? Non, ça influence pas mon estime de moi et je reçois régulièrement des commentaires ou des messages négatifs. Ok, Ça influence pas mon estime de moi, mais par contre, ça vient chatouiller, ça peut venir me faire me remettre en question. Mais c'est pas lié à mon estime, c'est pas, je vais pas manquer de confiance ou quoi derrière, ou me dévaloriser, ou penser que je vaux rien, ou que ce que je fais c'est nul. Non, ça non. Mais y a quand même et s'il y avait une part de vérité dans ce que cette personne dit, et du coup aller questionner ça. C'est pas non plus mettre toute la vérité dans ses mains, mais c'est questionner comment je suis par rapport à ce qu'elle dit en fait. donc vous vous remettez un Donc, peu en je garde question au final. Comment? Vous vous remettez un peu en question au final. Sur certains trucs, ouais, je me remets en question, mais je pense que c'est bien de se remettre en question. Bien sûr. Ça permet d'avancer, ça permet d'évoluer, mais par contre, je pense que là où c'est pas bien, c'est quand une remarque fait tout capoter. Et La vous avez- remise en question, pour moi, c'est pas tout faire capoter, c'est pas être nul, etc. Non, C'est... tout à fait. Tout à Ouais, fait. c'est... C'est même Mais positif tu de se vois, il y a remettre une en période, question. ça aurait pu être ça, par exemple. Ok. Et ça s'est passé? Il y a un moment où ça a capoté? Mais quand j'étais dans les TCA, le moindre truc négatif ou sous-entendu qu'on me disait, c'était la fin du monde, hein. La Genre, susceptibilité, elle était... j'étais trop nulle et tout. Mais enfin, j'étais trop nulle. Je me sentais trop nulle. Dès qu'on me disait, j'ai vraiment toute mon estime de moi, ma valeur était placée dans le regard de l'autre. J'étais esclave de ça aussi, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, pas du tout. J'ai toujours l'oreille attentive. Mhm. Je veux dire que les gens parlent pas. Enfin, j'entends ce qu'ils disent, mais après, je sais faire la part des choses entre ce que je pense de moi, ce qu'ils pensent de moi, ou ce qu'ils pensent je sais pas, de mon apparence ou de mon expertise ou de mon professionnalisme ou peu importe. Et après, je choisis de ce que je pense en fait. Je suis plus dépendante de ce qu'ils pensent pour penser ce que je veux penser. J'aimerais bien arriver à ça un jour. Ok. Et c'est possible pour tout le monde, c'est possible. Ben, Ça demande du j'espère, travail, oui. des exercices et tout, mais c'est possible. Ben, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose dont on n'a pas parlé, qui vous tient à cœur? Je veux juste dire qu'on peut s'en sortir, tout le monde peut s'en sortir, il suffit d'avoir le bon accompagnement. Et je dis pas qu'il y a un seul bon accompagnement. Je pense qu'il y a des accompagnements qui sont super, dispensés par différents pros, et je pense que chaque personne a besoin de trouver le ou les pros adaptés pour eux, leur personnalité, leur histoire, etc. Et un pro qui conviendra à quelqu'un conviendrait peut-être pas à quelqu'un d'autre. Les pratiques d'un pro conviendraient et peut-être pas à d'autres. Donc c'est vraiment parce que ce que j'entends, enfin je sais pas si mon message sera entendu, mais ce que j'entends souvent c'est oui, mais j'ai essayé avec tel pro, ça a pas fonctionné, nanana. Mais faut pas s'arrêter à un seul pro en fait. C'est un chemin de chercher le bon accompagnant pour s'en sortir. Et voilà, juste continuer le travail de chercher, pas se démoraliser quand ça marche pas avec le premier professionnel qu'on contacte. Et c'est pas parce que c'est pas une question de nous, ça peut être aussi une question de l'accompagnant. Bien sûr. Pour moi, c'est un match. Il faut qu'il y ait un match entre les deux personnes. Entre l'accompagnant et l'accompagné. Ça, c'est sûr. Il faut qu'il y ait une alliance, un véritable feeling et des deux côtés. Sinon, la thérapie ne peut pas marcher. Ben, écoutez, merci. Vraiment, merci beaucoup.
Vraiment, vous êtes d'une aide très précieuse pour mon mémoire. Et si vous voulez, je vous enverrai le résultat quand tout sera terminé. Ouais, bah avec plaisir, tu peux me l'envoyer du coup sur mon compte Insta. Bah tu le connais, c'est fin des régimes, Ouais. etc. Et voilà. Bah écoute, n'hésite pas à parler de moi aussi aux personnes qui peuvent en avoir Bien besoin. sûr. Sur mon compte, elles trouveront plein de prises de conscience. Merci, vraiment merci beaucoup. Avec plaisir. Bah écoute, je te souhaite une belle journée. Merci à Si vous j'avais aussi. une question, Oui? est-ce que tu pourras m'envoyer l'enregistrement? C'est quelque chose de possible? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai juste enregistré de manière audio. Ouais, c'est ok. Ouais? Et est-ce que tu m'autorises à, par exemple, le publier le mettre sur mon YouTube pour pouvoir le faire écouter aux filles qui me suivent sur Insta? Bien sûr, aucun problème. Aucun Ok, problème. super.